Salut Esther. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore venus si nombreux à ce Talk Series, cette 6e édition ce soir, les Talk Series by Attitude, un rendez-vous pour parler des sujets qui comptent à l'île Maurice comme ailleurs. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui à l'Aventure du Sucre. Nous avons un plaisir de vous accueillir ici, à un endroit que nous adorons et avec qui nous collaborons du coup pour cette édition. Vous aurez aussi l'occasion de voir de super intervenants. Merci de votre présence, venus donc de Maurice, juste à côté, ou même de France. Je ne sais pas si vous avez entendu la chanson qu'on avait jouée juste avant de monter sur scène. C'est une chanson de Grégoire qui s'appelle « Seul dans la cour ». Et elle parle de l'intimidation, du harcèlement scolaire, qui est une situation malheureusement trop courante et qui s'avère avoir des impacts sur la vie de l'enfant, certes, mais aussi sur l'adulte qu'il deviendra. Et d'ailleurs, depuis quelques années, dans cette vie d'adulte en entreprise, la notion de bienveillance au travail, elle semble avoir pris du galon. La pression et les overtime ne sont plus du tout à la mode. Aux oubliettes, les portes qui claquent, les réunions sous pression, les boss gueulards qui crient dans les couloirs, plus personne ne veut incarner le diable s'habille en Prada. Et c'est tant mieux. Et à la maison, chez les parents, on a vu émerger l'éducation positive, avec laquelle les adultes ont pu se remettre en question. Et on ne donne plus la fessée aux enfants, qui est d'ailleurs puni par la loi en France depuis 2016. On remet en question le principe de l'autorité à tout prix, c'est-à-dire nos enfants ne nous appartiennent pas. Et on s'ouvre, on se documente face aux ressentis complexes de ces petits cerveaux finalement immatures et qui n'attendent que notre soutien pour grandir en adultes bienveillants. Alors pourquoi c'est important de parler de comment bien vivre ensemble ? Parce que nous donnons l'exemple, nous ici par exemple, nous éduquons, qu'on soit parents ou non, les futurs adultes. Car le harcèlement, par exemple, affecte la santé mentale et physique des employés en entreprise, peut nuire sur la productivité, engendrer aussi des pertes, des coûts, absentéisme, turnover, etc. Mais aussi des conséquences à la maison sur l'atmosphère qui y règne. Et le harcèlement ou tout comportement toxique met en lumière des dysfonctionnements de notre société, et c'est vraiment systémique, qui sont organisationnels. Et il est important d'agir dessus. Nous construisons la société de demain et dans laquelle nous devons transformer nos différences en force et instaurer des nouvelles règles de vivre ensemble qui profitent à toutes et à tous. Et depuis plusieurs mois, Attitude a embarqué ses équipes managériales dans une formation au leadership. Et donc, on est plusieurs centaines de personnes à être embarquées dans ce coaching. Et en première phase, c'est 3 jours complets donc, de coaching pour apprendre à construire des relations de confiance, communiquer plus efficacement, mieux motiver les autres et apprendre de ses erreurs en tant que manager. Parce que finalement, le harcèlement ou tout autre comportement à l'encontre d'un bon vivre ensemble est un sujet qui touche tous les milieux, donc dans les bureaux comme à la maison. Et le sujet du vivre ensemble permet non seulement de protéger les individus, mais aussi de créer des environnements de travail plus éthiques et performants. Donc on l'aura bien compris, la bienveillance, c'est une attitude qu'on a tous intérêt à gagner, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Peut-on acquérir des bonnes bases depuis l'enfance ? Quel est le rôle des adultes et quelle continuité en entreprise ? Donc nous vous invitons ce soir à écouter 7 intervenants lors de 2 tables qui ont des sujets bien distincts mais pourtant si connectés. Et tout cela, ça donne le thème d'aujourd'hui, de l'enfance à l'âge adulte, comment bien vivre ensemble. Donc c'est un sujet très large, on pourra en parler des journées entières, mais on va faire notre maximum en 2 heures ce soir. Et voilà, pour l'agenda, donc nous aurons 2 tables avec une petite pause entre les 2 et aussi des questions-réponses à la fin de chaque table, si vous avez envie de questionner nos intervenants. Et pour pouvoir commencer, j'invite Marie-Noëlle Elissac-Foy, notre modératrice de la première table. Marie-Noëlle, c'est à toi. Bonsoir à tous, comme vous voyez, je suis encore de modératrice. J'y vais. Merci beaucoup Esther et Juliette. Donc, comme Esther et Juliette l'ont expliqué, nous allons beaucoup parler d'humain ce soir. Et l'humain a son propre point de départ, la période de l'enfance. Et nous avons donc trouvé pertinent de commencer ce Talk Series par une première discussion sur la parentalité, la famille et l'enfance. Et en particulier sur les enjeux, les défis et surtout
l'infini potentiel de l'enfance. Donc, je vais m'asseoir pour aussi accueillir mes intervenants. Je vais d'abord appeler, j'ai adoré leur nom évidemment, Papa Plume et Maman Plume. Quand on entend ça, il n'y a que de la bonne énergie. Au revoir. Bonsoir, Marianne. Donc, j'y vais pour la petite présentation. Bouleversé par la naissance de sa fille Ambre en 2018, Alexandre Marcel décide de créer un site, puis un compte Instagram qu'il baptise Papa Plume, afin d'y raconter son nouveau quotidien de père. Aujourd'hui, il fédère une communauté de plus de 300 000 abonnés. C'est un papa écrivain, il tient bien à le dire, qui touche par ses textes sensibles autour de la parenté égalitaire. J'adore le thème, je pense que c'est vraiment, ce sera le fil conducteur de notre conversation, la parentalité égalitaire. Et qui dit Papa Plume, il y a une maman plume, Marianne Marcel, cette working mom, s'est aussi laissée prendre au jeu de l'écriture et a créé son propre compte Instagram, Maman Plume, et elle partage, elle, son quotidien qui est fait d'aventures familiales et de défis professionnels. Et très important pour nous, peut-être qu'il y aura certainement une résonance pour nous à Maurice. Ensemble, Alexandre et Marianne ont beaucoup travaillé sur l'établissement du congé de paternité en France. Donc je pense que c'est une des questions aussi que nous allons aborder. Je vous demande de les applaudir. Et notre deuxième invitée est Virginie Bissessard, psychologue clinicienne et interculturelle. Et elle a aussi un parcours riche et engagé, et on l'encourage à venir sur scène. On l'encourage. Donc, Virginie dirige aujourd'hui l'ONG Pédostop, qui est engagée donc dans la protection de l'enfance à Maurice et à Rodrigue. Et elle est aussi présidente de l'association Qui faire par moi. Et nous l'entendrons ce soir probablement sur la question de l'interculturalité et de la famille. Merci Virginie. Et last but not least, je dis ça avec un grand sourire parce que c'est une personne que j'ai toujours voulu rencontrer en personne. Et merci Attitude de me donner l'occasion d'accueillir une belle âme que je suis depuis longtemps, Angélique Delahogue. Merci de nous rejoindre. Donc Angélique est une voix engagée pour le social et la protection de l'enfance, entre autres. Et elle est une méta-coach qui compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur associatif mauricien. Et elle milite aujourd'hui ardemment pour la reconnaissance des professionnels des professions sociales, au travers de sa structure Niveau. Merci à tous et je nous souhaite une belle conversation. Petite question pratique, il ne faut... Les micros sont sur le sofa et il y en a un ici aussi. Et faire attention de ne pas toucher la partie au bas, parce que c'est là. Monsieur Alex. Si ça marche. J'ai la lune pour toi. Voilà, Papa Plume. Ça marche, Papa Plume? C'est bien. Très bien. Le format de la conversation, on aura une question commune et puis on va parler des questions individuelles. La première question aujourd'hui que je vais poser à tout le monde, c'est quels sont aujourd'hui les grands enjeux de la parentalité? Et je vais commencer par Alexandre et Marianne qui sont là surtout ce soir en tant que parents, influenceurs. Je sais que tu n'aimes pas, mais tu as quand même une communauté. Donc aujourd'hui, quels sont les grands enjeux de la parentalité? Ils sont très nombreux. Et l'un en particulier que je voudrais mettre en avant, c'est la floraison d'informations qu'on a et qui nous tombe dessus quand on devient parent. Et c'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a les magazines, on a les émissions de télé, et en fait on a une somme d'infos, parfois contradictoires, qui nous arrivent dessus à partir du moment où on devient parent, et on ne sait plus quoi faire. Typiquement, tout à l'heure, je crois que c'est Esther qui a parlé de l'éducation positive. Aujourd'hui, il y a tout un débat autour de cette éducation positive. Entre, d'un côté, Isabelle Filiosa, Catherine Guéguin, qui mettent en avant cette éducation bienveillante. D'un côté, Caroline Goldman, qui va dire l'inverse. Et du coup, les parents sont pris entre ces deux feux. De se dire, oui, moi, j'ai envie d'éduquer mon enfant de manière positive, mais en même temps, l'autre, elle me dit ça. Et puis, un truc hyper important aussi, c'est le poids de sa propre histoire et le poids de sa propre éducation. Moi, je discute beaucoup avec des parents de ma communauté
qui me disent moi j'ai envie d'élever mon enfant sans violence, de manière positive, etc. Mais d'un côté, j'ai été éduqué moi-même avec de la violence, ce qui était le cas de beaucoup d'enfants malheureusement dans les années 70, 80, même 90. Et en plus, j'entends des discours qui disent que l'éducation positive, c'est pas tellement bien, que ça fait des enfants rois, que donc en fait il y a beaucoup de confusion autour de tout ça. On y reviendra certainement, mais l'éducation positive, ce n'est pas laisser son enfant faire n'importe quoi. Au contraire. Moi, je peux parler des heures sans m'arrêter, donc vraiment, faut me couper. Elle est forte pour couper, donc au moins ça va bien. J'ai pris le micro pour le couper, effectivement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je pense. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'injonctions en fait contradictoires quand on est parent, et pour moi, ça, c'est un des grands enjeux, une des difficultés en tant que parent. Et je pense qu'on a tous envie de donner de l'estime de soi et de la confiance en soi dans nos enfants. En fait, le plus grand enjeu, c'est ça, c'est en fait d'en faire des adultes. On parlait après d'entreprise, des adultes responsables, résilients aussi, qui sont capables de surmonter leur propre traumatisme. On n'a pas la même histoire avec Alex justement par rapport au traumatisme, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des visions complémentaires et parfois. Oui, je pense qu'en fait on a tous envie de bien faire notre parentalité. On a tous envie d'élever des enfants qui soient heureux, épanouis et qui aient confiance en eux. Maintenant, c'est la question des outils. Comment faire ? Comment faire avec sa propre histoire, sa propre éducation, avec l'entourage proche, parce qu'on a aussi des grands-parents qui disent moi de mon temps on faisait ça, ça marchait très bien, on a les copains et les copines qui disent oui, moi, les collègues, les trucs, plus toutes les informations qui viennent des médias, des réseaux sociaux, etc. Et donc on peut très vite se retrouver perdu, et voilà. C'est une bonne transition pour écouter Virginie. Écoutez, je pense que les enjeux, tu les as bien résumés, effectivement, on se retrouve pris dans des injonctions contraires. Maintenant, tu parles de quelque chose de hyper intéressant qui est le bagage avec lequel on arrive en tant que parent. Je pense qu'on sous-estime énormément comment nos enfants, comment nos parents nous ont shape. Et pour rejoindre le thème de l'interculturalité, comment notre communauté aussi nous shape à considérer qu'est-ce qu'est un enfant, qu'est-ce qu'est éduquer l'enfant. Donc ça arrive avec beaucoup de stéréotypes. Et ça arrive avec, ça rejoint notre propre bagage, parfois nos blessures aussi et nos traumas. Et les forces qu'on a développées avec la résilience en devenant adulte. Donc, le point le plus important, c'est d'arrêter de culpabiliser. Je pense qu'on veut tellement bien faire, qu'on se sent tellement coupable parce que le repas n'est pas entièrement bio, parce que... je pense qu'on met les enfants devant les écrans 5 minutes. Voilà. On a fait une pause. Voilà. Mais on culpabilise énormément et on en parlait avec Angélique juste avant. C'était de se dire, on fait au mieux avec les informations qu'on a à l'instant T. D'accord ? On va évoluer, la science va encore évoluer, on va découvrir d'autres choses, peut-être la discipline positive va évoluer vers quelque chose d'autre. Donc, il y aura toujours de nouvelles méthodes, etc. Mais au moment où on est là, avec notre histoire personnelle, avec notre background culturel, on fait de notre mieux. Et je pense que faire de notre mieux, c'est rester connecté avec son enfant. Et ce qui m'importe le plus en tant que psychologue, quand je reçois des enfants, des parents, ou quand on aborde ces problématiques, c'est la qualité de la relation qu'on développe avec son enfant. Je suis tellement d'accord avec toi. Tout à l'heure, il y a Xavier qui m'a interrogé et ce que je lui ai dit, c'est on est dans un monde ultra connecté et en même temps tellement déconnecté. Et je pense que ça, c'est un des plus grands enjeux de la parentalité, c'est comment justement on reste connecté à nos enfants, on a du lien avec eux. Celle-là, je l'avais pas imaginé. Non, et ça me fait penser, il y a un truc que j'ai fait à titre personnel. Oui, on s'arrache le micro. C'est exactement ce que vous dites. Typiquement, le téléphone. On peut pas être avec ses enfants et avec son téléphone. Donc moi, ce que je fais, c'est un petit tip, voilà, je donne vraiment qu'une leçon, mais quand je rentre à la maison le soir avec eux, je me force, j'y arrive pas toujours, je me force à mettre mon téléphone d'un côté pour être avec mes enfants. Et c'est super dur quand on est dans l'influence. Parce qu'en fait, on est ultra connecté tout le temps. Mais je suis d'accord, il vaut mieux avoir, on dit toujours, il vaut mieux avoir 10 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes connecté à l'enfant uniquement. C'est ce qui fait qu'on a un vrai temps de qualité plutôt que d'être là tout le temps avec eux, mais en étant tout le temps sur notre téléphone. Je suis
suis la chef du micro, donc je passe. Moi, j'attends bien sagement, je n'arrache pas. Alors, je voulais rajouter. Pas ma plume. Alors, juste pour préciser, en fait, d'où je parle, en fait, quand je parle de parentalité, j'ai 2 enfants, donc, enfin, plus, ils sont pas contents si je dis enfants, parce que j'ai un ado de 16 ans, donc un fils qui a 16 ans, et ma fille aînée a bientôt 19 ans ce mois-ci. Donc, je pense que j'ai pas mal bossé déjà, mais il reste encore quelques années à assurer, on va dire. Et puis aussi, j'ai travaillé avec des parents de groupes de population qui a été précarisée, en fait, à Maurice aussi. Donc, peut-être que de temps en temps, je parlerai de mon expérience professionnelle aussi, des enjeux de la parentalité dans des groupes qui sont parfois, où les challenges sont encore énormes parce que les ressources sont plus limitées. Ce que j'avais envie de partager, en fait, c'est que souvent quand je me retrouve dans une situation où il y a un conflit avec mes ados et puis souvent ça pousse parce que voilà, ils challengent le fait qu'ils ont pas assez de liberté, voilà, ils sont responsables, ils devraient pouvoir sortir plus, etc., etc. Et je leur dis 2 choses, enfin je leur dis plein de choses, mais il y a 2 choses qui me viennent là. C'est le cadre qu'on propose, c'est justement pour les aider en fait à grandir, et on essaie d'agrandir le cadre avec eux en fait. Sauf qu'on a toujours une longueur de retard. Et ça, je leur dis, écoutez, la frustration va faire partie de notre vie ensemble. Heureusement qu'il n'y aura pas que de la frustration, mais ça fera partie de ça parce que, en tant que parents, on se rend compte qu'ils grandissent après eux. Ok, c'est ça que tu appelles la longueur de retard. La longueur de retard, on se rend compte après. Et puis je leur dis, c'est la première fois de ma vie que je suis maman d'une fille de 15 ans. Et c'est la première fois de ma vie que je suis maman d'un fils de 13 ans quand il avait 13 ans, etc. Et je leur dis, j'apprends avec vous. Vous, c'est la première fois de votre vie que vous avez 13 ans, 15, et moi aussi. Et on apprend ensemble, en fait. Donc, je vais sans doute faire des choses qu'ils vont pas apprécier, et puis sans doute, et puis certainement aussi, ils font des choses qui passeront pas. Donc, c'est important, on apprend ensemble. Et je crois que on est condamné à apprendre ensemble. C'est un très bon point, je pense, une très bonne base aussi pour toute relation que l'on pourrait avoir, quelle que soit la relation, en fait, de savoir qu'on apprend ensemble à se connaître. Je vais revenir vers Virginie, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé on se demande aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Donc, ma question pour toi serait aujourd'hui, dans cette société qui est en pleine mutation, plutôt de notre société à nous, Maurice, qui est en pleine mutation, un peu, comment se porte cette notion de famille, cette notion d'enfant? Comment est-ce qu'elle évolue aujourd'hui? Comment va le concept de famille aujourd'hui? Il est en pleine évolution, comme ailleurs dans le monde aussi. On se retrouve avec des familles plus souvent monoparentales. On se retrouve avec des parents, on travaille avec des heures à rallonge. Souvent, on ramène le laptop à la maison, on continue à travailler, on est branché sur les téléphones. Donc, et puis, on fait des enfants plus tard. Donc, la différence d'âge avec nos enfants s'allonge aussi. Il y a l'arrivée de la technologie et on se retrouve entre un monde traditionnel avec les religions, les traditions, les croyances de nos grands-parents, de nos parents, et la modernité qui vient frapper à la porte des enfants, qui arrivent dans la famille, parce que maintenant on apprend nos enfants, parce que nous on est la génération perdue, on sait même pas se servir de Snapchat, on maîtrise à peine Facebook. Donc du coup on apprend d'eux. Et le challenge pour ces parents-là, c'est de se dire aussi que de lâcher le concept du parent qui sait tout à Maurice. C'est une croyance très forte chez nous qu'on a, que l'enfant est un vase, est une toile blanche, et le parent va venir plaquer des choses dessus, l'éducation va venir plaquer des choses dessus, et c'est ça qui va faire que quand on mélange bien, ça va faire un enfant. Non, pas du tout, ça ne marche plus dans ce monde-là, ça n'opère plus avec ces générations-là, et l'avantage de la discipline positive, c'est de partir de la réflexion de l'enfant, de partir de l'émotion de l'enfant. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans la discipline positive, il y a aussi la partie où on responsabilise l'enfant. Tu es responsable de ce que tu fais de tes émotions, tu es responsable de flow à tantrum et de réparer le tantrum aussi.
Et donc, du coup, on oublie cette partie-là. Je pense que ça, c'est un des challenges qu'on va devoir relever aussi. On ne peut pas toujours dire oui à un enfant. On ne peut pas non plus être dans le tout sans limite parce que la toute-puissance, ça fait peur à un enfant. Voilà pourquoi il nous challenge et il demande des limites aussi. Parce que c'est angoissant de pouvoir tout faire et d'avoir tout ce qu'on veut, qu'il n'y ait pas de limite. Où est-ce que ça s'arrête? Parce que c'est ça la fonction de parent, d'être contenant, hein, et d'apprendre aussi aux enfants que la frustration fait partie de la vie. Il faut être, on est accountable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et de notre action et des conséquences sur les autres. Donc il faut aussi qu'on prenne ça en compte et qu'on transmette ces savoirs-là à nos enfants, mais sans, bien sûr, violence qu'on a pu vivre dans les générations précédentes où la fessée était la règle commune, où on n'avait pas le droit de regarder nos parents dans les yeux. Et donc du coup là, la discipline positive se met au niveau de l'enfant, mais n'oublie pas non plus que derrière, il y a des apprentissages importants comme de gérer des frustrations, gérer ses émotions, et c'est ça qui fait grandir, c'est le cadre. On ne pourrait pas être libre s'il n'y avait pas de cadre. Il faut une limite à dépasser pour qu'il y ait une liberté. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Et en même temps, tu parlais de culpabilité tout à l'heure. Et c'est compliqué parce qu'en fait, il y a eu des modèles, enfin, sur des générations, des modèles parentaux qui ont fonctionné ou dysfonctionné, hein, évidemment, sur des générations, et on se retrouve, peut-être que je me trompe, hein, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on se retrouve à devoir créer un nouveau modèle dans notre génération en tant que parents, sur une base où, bien sûr, on a envie de rejeter les erreurs qu'on considère que nos parents ont fait, et en même temps, sur quoi on construit, et c'est difficile à créer, parce que on apprend à être parent sur le tas, même si on a fait des études dans l'éducation, etc. Quand il s'agit d'être parent, c'est un modèle nouveau à créer. Très bien. Et ça m'amène aussi donc à revenir vers Papa Plume et Maman Plume. Tu parles de modèle à créer. Vous deux, vous avez créé par vos plateformes peut-être une façon aussi de réinventer la parentalité, la façon de l'aborder. Parlez-nous bien de cette... moi, je suis très intéressée à comprendre votre démarche et ce que vous apprenez aujourd'hui, ce que vous transmettez un peu aujourd'hui et ce que vous recevez aussi aujourd'hui via vos plateformes. Et on ne se bagarre pas le micro aussi. Mettez-vous d'accord. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé en 2018, quand ma fille Ambre est née. De manière très simple, c'est que moi j'ai toujours adoré écrire. J'écrivais des manuscrits dont je ne faisais rien qu'écrire dans mes tiroirs. En tout cas, j'avais vraiment cette passion de l'écriture. Et quand ma fille est née, je me suis dit, attends, t'écris toutes les histoires les plus vagabondes, voilà, et t'as la plus belle qui vient de te tomber dessus. Donc si tu n'écris pas sur ça, sur quoi t'écris? Donc au départ, c'était simplement des petites feuilles de papier que j'ai commencé à tenir à la maternité. Puis après, je me suis dit, tiens, c'est pas trop mal. Et moi-même, quand j'allais devenir papa, quand Marianne était enceinte et quand je suis devenu papa, et que je cherchais des sources d'informations sur la paternité, je ne trouvais rien. Donc, toujours la même chose. Dans les librairies, sur Internet, partout, c'était soit des choses autour de très blagues, les 50 conseils du super papa, du truc, ou alors très factuel, comment changer de couche, le guide du meilleur papa, machin. Mais des récits un peu intimes dans lesquels j'aurais pu m'identifier, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, écoute, essaie de le créer, et puis si ça se trouve, ça intéressera des papas. Aujourd'hui, je suis suivi à 93% par des mamans. Donc, voilà. Et où sont les papas alors? Où sont les papas votés, quoi? Les papas votés. Non, sérieusement, comment tu expliques ce shift en fait? Alors, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que si moi, en devenant papa, j'avais trouvé un mec comme moi qui écrit des trucs comme ça, je l'aurais suivi? Je suis même pas sûr. D'accord. On sait rien, en tout cas, c'est possiblement qui me suit. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça, et mon compte à la base n'était pas engagé, c'était simplement raconter des péripéties quotidiennes, comment prendre le métro. Vous n'avez pas de métro ici, mais vous connaissez certainement. Il y a du métro? Si. Il y a un tram? Ouais, non, mais le métro parisien, c'est autre chose. Donc, comment tu prends le métro parisien avec une poussette, par exemple? C'est un délire. J'ai écrit des pages et des pages là-dessus parce que c'est insensé, les tourniquets, les trucs, tu vois, le monter dedans, l'écart pour monter dans le métro, les roues peuvent se coincer, le truc redémarre, tout tu vois, c'est une folie, quoi. Donc c'était raconter les petites aventures quotidiennes,
Et puis, je gardais en tête le congé paternité. Parce que moi, je l'avais eu à l'époque, qui était de 10 plus 11 plus 3 jours, donc 14 jours. Donc au bout de 14 jours, je suis retourné travailler. Et je me suis dit, j'ai une scène très précise en tête qui est, donc je reprends le travail, je suis sur le quai du RER, qui est un train de banlieue, bref, mois de novembre. Au mois de novembre, il fait pas la même température qu'ici. Hein. Oui, ça change. C'est pas la même chose. Il faisait 3 degrés, il pleuvait et tout. Et puis, donc j'avais laissé Marianne seule avec Ambre, et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème. Parce qu'elle était épuisée, elle avait subi une petite opération en plus, Ambre était toute petite, la maison, fallait s'en occuper, enfin tu vois, il y avait des milliards de choses à faire, et je me suis dit, comment tu veux qu'elle se repose si t'es pas là? C'est impossible. Et j'avais ce sujet qui me trottait un peu dans la tête, et puis un beau jour, je me suis dit, donc ma page n'était pas très suivie, je devais avoir 1000 personnes qui me suivaient, un truc comme ça. Un beau jour, je me suis dit, bon bah vas-y, écris dessus. Je fais une lettre en disant, je raconte tout ce que je ressentais sur ce congé paternité, quoi. Et puis le machin explose partout, tu vois. Donc j'ai été contacté par des médias, des machins, et ensuite j'ai fait partie d'un collectif de papas qui était un peu sur les réseaux comme moi. Il y avait des mamans derrière. Hein. Non, parce qu'il faut, voilà, et parce qu'en France, il y avait aussi beaucoup de groupes de parentalité qui se battaient depuis des années, notamment des mères, pour l'allongement du congé paternité. Parce que c'est un sujet qui touche les pères, et qui touche les mères, et qui touche les bébés. C'est bon pour tout le monde, un congé paternité allongé. Je peux en parler vraiment longtemps, donc voilà, j'avais fait. Et donc on a fait un collectif, on a rencontré le gouvernement, le Premier ministre, le secrétaire, bref, et le secrétaire d'État, voilà. Et puis voilà, on a le congé paternité, ça arrangeait tout le monde. Eux, ils avaient un groupe de papas à montrer, on s'en regardait, on les a écoutés. Nous, on a fait allonger à 1 mois, donc finalement tout s'est bien goupillé. Et à partir de ce moment-là, mon compte est devenu un peu plus engagé, ou autour de la paternité, de la parentalité, de la parentalité bienveillante. Et ce qu'on donne aujourd'hui et ce qu'on reçoit, et moi je me suis aperçu d'un truc très frappant. Donc au-delà du fait que les gens sont un peu perdus, c'est que les parents sont très étonnés de voir que tout le monde galère autant qu'eux. Je plein de messages en disant ça me fait du bien parce qu'en fait moi quand mon enfant se roule en boule en hurlant au milieu du magasin et que je veux faire genre c'est pas le mien, ben en fait il y a plein de parents qui sont comme moi, quoi. Ou dans un lagon merveilleux. On a vu là, voilà, de très bel hôtel, on avait des enfants qui hurlaient à côté des nôtres et on était heureux d'avoir des enfants qui hurlaient à côté des nôtres. Et en fait, je pense que, enfin moi j'ai beaucoup de messages de remerciements en disant mais ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls en chie, quoi, et qu'on se pose tous la question comment bien faire, comment s'en sortir, et que tout le monde est un peu perdu et que finalement se sentir appartenir à cette grande famille de parents tous un peu paumés qui ont tous envie de bien faire et qui savent pas trop comment. Ça fait du bien aux gens, tout simplement, quoi. Okay. J'avais juste une question par rapport à ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait sur le congé de paternité. Vous êtes parti de combien de semaines à combien de semaines en fait? En gros, on avait 2 semaines, on a doublé, on est passé à 1 mois. Ce qui est toujours un peu naze, hein. Enfin, quand on regarde les pays nordiques, les mecs, ils ont 1 an. Tu dis souvent c'est 1 mois, mais c'est le mois de février, parce que c'est 28 jours. Oui, voilà. J'ai repris ma blague, c'est drôle, mais c'est ma blague. Et ce combat, est-ce qu'il continue? J'en parle parce que pour moi, ce combat continue, mais pour ceux qui suivent l'actualité politique en France, comme on change de gouvernement tous les 2-3 mois, en fait, moi je suis tout le temps contacté par les gouvernements, enfin, tu vois, par les trucs, et à chaque fois, en fait, on me dit, bah, c'est mort parce que j'ai été viré, donc en fait, tu vois, non mais ça peut pas avancer. Parce que comme on change. Je te présente aux élections. Faut que je me présente. Mais du coup, oui, non, mais ça continue. Là, ils sont sur un projet de changer le congé, non, pas de paternité, mais parental. Mais c'est pareil, comme ça change tout le temps, qu'il y a une énorme instabilité politique en France et que du coup, le sujet de la parentalité n'est pas le prioritaire, parce que le prioritaire, c'est les retraites, c'est le pouvoir d'achat, c'est les trucs. On connaît ça. Voilà, ça passe après, quoi. D'accord. Et Marianne, toi, comment tu t'es retrouvée donc aussi après? Je l'ai forcé. Comment je me suis retrouvée là? Par hasard, mais c'est Alex un jour qui... En fait, on m'appelait déjà Maman Plume avant même que j'ai ma page. Les gens écrivaient à Alex, hey, Maman Plume. Et un jour, il annonce à sa communauté, hey, Marianne, Maman Plume a créé sa page. Je le savais pas. Ce qui était faux.
Et donc du coup, parce que ça faisait longtemps que je me disais, ça peut être cool quand même de parler d'autres sujets, un peu plus du point de vue de la femme. Puis moi, je travaille, je suis une maman, tu l'as dit dans ma bio, working mom. Mais voilà, donc du coup, en fait, il m'a forcée, puisque en l'annonçant, j'étais au pied du mur, j'étais obligée de le faire. Et en fait, c'est génial. C'est génial parce que, comme tu disais, c'est donnant-donnant. Moi, je suis très authentique. Je pense que ce que les gens aiment bien en fait chez nous, c'est notre authenticité. Parce qu'on dit les choses, on est sans fil, sans tabou. On est vraiment comme on est derrière, devant Instagram, c'est pareil. Et en fait, là, je reçois beaucoup d'amour des gens. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais parce que c'est déculpabilisant, donc les gens me disent merci. Moi, je fais merci de quoi? Je raconte juste que j'ai galéré avec ma fille ou que je rentre tard le soir et que je culpabilise. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre qu'on me remercie de ça. Et je pense que voilà, c'est du donnant-donnant. Je raconte mes galères de maman qui travaille aussi. Et du coup, j'ai plein de témoignages de gens. Et je me dis, je ne suis pas seule non plus, en fait. Et juste, ça fait du bien, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça permet aussi de parler de sujets sans tabou, de sujets qu'on aborde peu en entreprise d'ailleurs. Enfin, moi, ça a été un peu une révolution dans ma boîte. Pourtant, je travaille dans les médias parentaux en plus, et j'avais beau en parler en disant c'est génial, en plus on pourrait prendre la parole sur ces sujets. Mes boss, que j'adore, s'ils écoutent ce talk, non mais mes boss nous disaient oui c'est hyper intéressant, hyper important, mais c'est pas comme le gouvernement français, c'est pas la top priorité en fait, la parentalité en entreprise. Et donc du coup le fait d'en parler, le fait de montrer qu'il y a une communauté de parents à qui ça parle, aujourd'hui c'est des sujets qu'on aborde en fait même dans mon entreprise. Donc ça apporte beaucoup de choses, et puis voilà. C'est bon. Je peux passer à... J'aimerais rebondir en fait par rapport à la question de la déculpabilisation et puis de se sentir soulagé de voir que les enfants des autres aussi font des crises, etc. Et je me souviens d'une conversation avec une copine qui me partageait vraiment une situation très compliquée avec son ado. Et puis je lui dis excuse-moi, mais vraiment excuse-moi. Ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres qui galèrent. Et en fait, je crois que non seulement on se met beaucoup l'impression, et puis surtout, je crois qu'on se projette aussi à travers nos enfants. Donc, on investit beaucoup aussi de projets, d'avenir, de rêves, des choses qu'on n'a pas réussi à faire et qu'on projette sur les enfants. Et ça leur met l'impression à eux aussi, du coup. Même d'angoisse. Et oui. Et en même temps, on n'ose pas dire quand ça va pas, parce que ce serait avouer une faute, ce serait avouer une faiblesse, ce serait avouer une difficulté à assurer. En plus, moi, dans ma situation où j'ai fait des études au niveau de l'éducation, etc. Donc j'étais supposée, heureusement que je me suis un peu débarrassée de cette pression-là, assurée, quoi. Et sauf que, comme je disais, on apprend sur le tas. Et je crois qu'il y a un élément qui est vraiment important, en fait, c'est de pouvoir créer des conversations comme ça. Bon, là, on est dans un talk, mais entre nous, au niveau de nos amis, de nos proches, de la famille, et de pouvoir, en fait, se montrer en difficulté et demander de l'aide. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Virginie, tu voulais rebondir? Je voulais rebondir parce que tu parlais d'espace. J'ai pas créé, mais j'ai piqué l'idée et retravaillé le truc, des ateliers de parents, tu vois, où on se retrouve après le travail, bien souvent le vendredi soir. Il n'y a pas d'alcool, hein. Peut-être qu'il faudrait que je prenne où on vient justement discuter de ces difficultés-là. Comment j'arrive à avoir de l'autorité sur mon ado sans être un dictateur, mais sans être non plus trop lignante, où je mets le curseur, pourquoi c'est difficile pour moi. Et on se retrouve bien souvent entre mamans, très peu de papas qui viennent à ces ateliers, même s'ils sont invités. Et à se partager ces difficultés-là, à se dire, voilà, moi j'ai reçu ça comme éducation, c'était la fessée, c'était les brimades, c'était baisse les yeux. Et aujourd'hui, je me retrouve, quand je suis en colère, à reproduire ça. Alors même si je me sens extrêmement coupable, après j'essaye de trouver d'autres stratégies, mais mon premier réflexe, c'est quand même ce qu'on m'a transmis. Ce qui veut dire qu'il y a un énorme travail à faire sur soi. Et donc on le fait dans cet atelier de parents, ça remplace pas une thérapie.
Mais c'est un moment où on peut venir, comme tu dis, se soulager, vider son sac, se rendre compte que les autres galèrent. Donc finalement, on n'est pas si nul que ça comme parents, ça va, tant mieux. Et essayer de partager des outils, essayer de partager des réflexions pour pouvoir améliorer la qualité de sa relation avec son enfant. J'ai l'impression, lorsque je vous entends, qu'il y a aussi un élément de solitude aussi dans cette position de parent. Oui, quelque part, est-ce qu'on est finalement seul? On est dans une société qui valorise tellement la performance et encore plus au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on en revient un petit peu, heureusement, mais on est aussi dans la performance en tant que parent. Donc, il faut être le meilleur parent, il faut que ton enfant soit bien poli, répond bien, il se tient bien tout le temps, etc., etc. Ça marche pas. Oui, il faut. Mais ça marche pas. On voit bien que c'est pas une question de performance avec un enfant. C'est encore une fois une question de connexion et d'être connecté à son monde intérieur, qui n'est pas le nôtre, parce qu'il a ses petits soucis à lui, le cerveau n'est pas mature, etc., etc. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on lui transmette, mais tant qu'on n'est pas connecté à ce qu'il vit, on ne sait pas quoi bien transmettre. Voilà. Et pour compléter ce que tu dis, on dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est une phrase qui est très belle, qui est très vraie, mais dans notre quotidien, en fait, de parents, on est très seuls. Paris, c'est pas un village, loin de là. Moi, j'ai mes parents qui vivent l'un en Belgique, l'autre dans le sud. Heureusement, les parents d'Alex sont beaucoup plus présents, donc on a de l'aide, mais on est quand même très seuls. Et nous, les réseaux... C'est vrai. Elle fait des allers-retours depuis la Belgique pour nous aider, alors elle s'est Non, mais dans le quotidien, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans le tunnel du soir de 18-20 heures, il n'y a pas maman qui est là derrière, enfin parfois si, mais pas tout le temps, qui est là derrière pour nous aider. Et voilà. Donc, nous, les réseaux, ça nous aide aussi à ça. En fait, c'est une espèce de communauté digitale qui s'est créée, et je pense que ça a fait du bien à beaucoup de parents, en fait, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont seuls. Et encore, moi j'ai de la chance, et je le sais, justement parce que j'ai la famille, j'ai un conjoint, mais il y a moi j'ai beaucoup de mamans autour de moi, elles sont en famille monoparentale, mais quel warrior. Franchement, quel warrior, celles qui sont seules pour élever leurs enfants aujourd'hui. Chope du micro, pas. Prends le micro. Tu dis rien. C'est très bien, papa. C'est bien. Donc, il y avait peut-être, lorsqu'on a préparé cette étape, il y avait une question aussi qu'on voulait vraiment aborder. C'est la question aussi de comment, dans cette notion de parentalité, de cet enfant qu'on fait grandir, qu'on élève, la question de comment accueillir l'altérité, comment accueillir l'autre, et aussi la protection aussi de cet enfant. Et la question est pour Angélique, en fait, comment aujourd'hui on aborde l'altérité dans cette relation, comment est-ce qu'on prépare aussi, comment est-ce qu'on protège l'enfant? Ça, c'est une question difficile, n'est-ce pas? Mais je crois que là, déjà, au niveau de la fratrie, pour ceux qui ont des frères et sœurs, ça peut être un sacré challenge. Et en fait, quand j'expliquais à, je sais plus si c'était une copine ou je lui disais, en fait, quand on a un enfant, il y a tout le travail que ça demande sur soi pour vraiment accompagner cet enfant. Quand il y en a deux, c'est pas 1 plus 1. C'est 1 plus 1 plus la relation entre les deux qu'il faut gérer. Et c'est comme s'il y a c'est pas 3 enfants, mais c'est 3 éléments, 3 entités, en fait, à gérer. Ma fille et mon fils sont tous les deux, en fait, des personnalités très affirmées. C'est ce qu'on souhaite pour eux, pour qu'ils puissent un peu se défendre dans la vie, mais ça nous complique vraiment les choses en tant que parents, parce qu'ils se disputaient beaucoup. Ma fille, maintenant, est partie étudier, donc elle n'est plus à la maison. Ils se disputaient énormément. Et en fait, c'est déjà comment les protéger de leur propre violence, parce que ça peut être très violent, en fait. Les disputes peuvent prendre des proportions assez fortes. Et puis surtout, comment accepter d'être dans une situation où on n'est pas d'accord, comment affirmer sa position tout en respectant la différence. Quand on parlait de l'altérité, il y a de ça aussi. Et puis, il y a aussi, moi, j'ai un engagement aussi très féministe, et donc forcément, j'ai essayé de transmettre des choses à ma fille et à mon fils, parce que forcément, ça concerne tout le monde.
Et je me souviens d'une conversation avec elle où elle avait 15 ans et elle voulait aller monter la tourelle du Tamarin, qui est une montagne. J'allais dire une des plus hautes montagnes de Florence. Et elle voulait le faire avec une copine. Et je lui ai dit non. Je suis désolée parce que je pense que tu ne seras pas en sécurité d'aller 2 filles monter la montagne seule. Elle a explosé de colère et elle m'a dit, si j'étais un garçon, sûrement tu m'aurais dit oui. Et je lui ai dit oui, sûrement je t'aurais dit oui si tu étais un garçon. Et en fait, elle m'a dit, ouais, tu me dis, voilà, l'égalité, les femmes, là, tu fais féministe, là, mais voilà, tu te contredis. Oui, parce que les ados, ils nous renvoient pas que les ados, mais ça monte d'un cran quand ils grandissent, ils nous renvoient en fait à nos propres contradictions, nos propres ambivalences et nos propres limites. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que mon envie, mon désir d'une société plus juste pour les filles n'enlève pas le risque. Le danger, en fait, il est toujours là. Il est toujours là. Et j'aurais adoré te dire oui. Mais dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Et donc, comment les protéger, c'est vraiment essayer d'utiliser chaque conversation comme une possibilité d'amener en fait des sujets de comment on se positionne. Après, on peut ouvrir aussi la discussion de ce soir sur la question du harcèlement, sur la question du positionnement, sans leur mettre trop l'impression non plus, mais par rapport à la justice, comment ils se positionnent, comment ils réagissent à l'école. Comment est-ce qu'on peut aider un parent aussi qui est dans cette situation où son enfant est harcelé? Comment est-ce qu'on aide un parent? La question est pour tout le monde aussi. Hein. Comment est-ce qu'on aide ce parent, Angélique? Où on aide l'enfant? Comment est-ce C'est super compliqué en fait, parce que en plus ils se retrouvent super exposés avec les réseaux sociaux et ça peut aller très 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 vite. Une vidéo, pas plus tard ce week-end, je discutais avec une proche et elle me disait sa gamine de 12-13 ans était dans le transport scolaire et rentrait à la maison et elle était là, penchée, elle regardait par la fenêtre et il y a un autre gamin qui l'a pris en vidéo sans qu'elle s'en rende compte. Et qui a posté la vidéo sur, je pense que c'était sur TikTok ou je sais pas quel réseau, et a fait un commentaire, oh la déprime ou je sais pas quoi. Et c'est parti, il y a eu 4000 vues en fait. Et mon fils, parce que c'est une proche, donc il a vu ça, et donc lui il a 16 ans, et il a réagi en fait, il a dit c'est quoi le contexte de cette vidéo? Parce qu'après, il y avait vraiment des commentaires sexualisés, etc. C'était parti assez loin. Et un copain à lui a rajouté, et du coup, ça a contribué à limiter, et du coup, la vidéo a été stoppée, etc. Et la maman de cette fille était prête à envoyer, elle était super montrée, prête à envoyer une lettre d'avoué aux parents concernés, de l'enfant concerné, etc. Parce que ça peut aller très, très, très vite. Et comment faire? C'est très compliqué parce que le cadre est flou en fait par rapport au contexte scolaire. Il y a les écoles, mais là on parle des écoles privées. Moi je ramène le curseur aussi sur les écoles publiques. Aux écoles publiques, il n'y a pas de cadre par rapport au harcèlement. Comment accompagner? Parce que quand on considère le harcèlement, c'est un triangle en fait. C'est le ou les harceleurs, le ou les victimes, et tous les autres autour qui regardent, qui rigolent et qui réagissent pas. Et c'est le triangle qu'il faut aborder, c'est les 3 éléments et les parents concernés dans les 3 éléments. Virginie? Le cadre juridique existe. Depuis 2022, on a un New Children's Act qui va venir légiférer justement sur le cyberharcèlement au niveau des enfants et des adultes. Donc, mais par contre, comment la loi est appliquée et quels sont les moyens qu'on met pour la prévention des enfants? Parce que bien sûr, quand un incident arrive, il faut gérer le damage control. Mais qu'est-ce qu'on fait de la prévention avant? Donc tout ça, malheureusement, le cadre existe, mais il manque des éléments pour que l'action soit complète et qu'on puisse développer ça à travers tous les collèges de Maurice et que les enfants et les adultes aussi aient conscience que maintenant, ça implique des choses sévères au niveau de la loi. Mais encore une fois, c'est une question de volonté politique, j'ai envie de dire.
Et chez vous, comment ça se passe? Vous avez cette Alors, en fait, moi, je voulais juste rebondir sur qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, on peut le faire déjà super tôt. En fait, parler de ces sujets, moi, j'en parle à ma fille, elle a 5 ans, enfin, vers 6, je suis dans le déni, hein, elle a 6 ans le 9 novembre, donc elle a 5 ans. Elle a 5 ans, et je lui parle de consentement, je lui parle de harcèlement, je lui parle de tous ces sujets qui sont tabous, je lui parle de racisme. Et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est quand ils sont petits qu'on peut justement leur mettre des petites graines dans leur cerveau. Et ça veut pas dire, c'est pas parce que je parle de ces sujets que ça va lui arriver. Et j'en parle des deux côtés. C'est-à-dire que souvent, on se met en tant que parent en se disant ah, mon enfant est harcelé. Mais en fait, si l'enfant est harcelé, il y a bien des harceleurs. Donc on peut aussi être parent d'enfants harceleurs ou d'enfants qui regardent sans rien faire. C'est pareil. Et ça, si on n'en parle jamais ou tard, enfin, moi je considère que quand ils ont 12-13 ans, c'est presque trop tard en fait pour pouvoir en parler. Jamais trop tard. Bon, d'accord, pardon, jamais trop tard, mais enfin, moi je vois en maternelle, donc des comportements qui sont pas acceptables déjà. Et du coup, d'en parler très tôt en disant, et moi ce que j'ai fait avec ma fille, après maintenant il y a beaucoup plus de supports. J'ai plus le livre, mais si jamais je le retrouve après et je partage avec ceux qui sont intéressés, il y a des petites BD en fait qui sont très accessibles pour les enfants avec des petites situations en disant ah bah tiens voilà il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penses, et du coup ça permet de créer justement cette relation, ce lien, cette connexion, et que l'enfant, s'il est dans une sécurité émotionnelle depuis qu'il est tout petit, qui sait que tous les soirs il peut me raconter sa journée, que je lui raconte ma journée, bah déjà ça permet d'éviter en fait pas tout, mais une partie du problème. Ça permet encore une fois, je reviens à la qualité de ta relation avec ton enfant. Si tu es connecté avec lui, si tu observes, si tu vois dans le paysage émotionnel que il y a des petits nuages qui s'installent, etc. C'est là, l'objectif, c'est de démarrer. Comment on reconnaît ces signes, en fait? On connaît son enfant par cœur, on voit très bien que là, il est moody. Ce petit mood-là, ça dure un petit peu plus longtemps. Il s'est peut-être passé quelque chose à l'école, il veut pas en parler, et peut-être qu'il veut pas parler à toi, parent, mais qu'il va en parler à la nounou, ou à un camarade de classe, ou etc. Bien souvent, les enfants ont un peu peur de venir nous parler, parce que je pense que si nous, parents, on faisait le premier pas d'aborder ces conversations, ce serait beaucoup moins stressant pour eux de venir vers nous, parce que c'est des choses dont on a déjà parlé avec eux. Là, ils sont un petit peu gênés, ils sont un petit peu angoissés avec leurs petites questions, ils savent pas trop comment on va le prendre, si on va bien le prendre ou pas, s'ils vont se faire engueuler. Donc, du coup, on n'a pas ce channel. C'est à développer, c'est à cultiver avec son enfant, ce rapport-là. Mais tu vois, moi je parle de sujets, ça peut être bizarre de dire ça que je parle de sujets comme ça à ma fille de 5 ans, mais j'ai déjà eu des soucis avec des collègues au bureau. En fait, je lui parle de ma journée et je lui dis j'ai eu un souci avec tel collègue, il a fait telle chose qui n'était pas... Et en fait, ça devient des conversations normales, et elle sait que moi aussi, en tant qu'adulte, je peux avoir ces problèmes, et donc c'est ok qu'elle en ait aussi et qu'elle puisse en parler en fait. On est vraiment dans une relation de discussion. Dans la perspective de cette société de performance et être des parents performants aussi, on a tendance à vouloir montrer à notre enfant qu'on est sans faille. Or, on a le droit de pleurer devant son enfant, on a le droit de montrer qu'on a passé une sale journée, parce que oui, des fois il y a des collègues qui sont pas cool, il y a des patrons qui sont pas cool aussi, enfin bref. C'est la même chose qu'il peut vivre à l'école avec sa maîtresse, ses copains. Mais il voit aussi que c'est ok d'aller mal, c'est pas la fin du monde. Et c'est ok aussi si maman elle pleure un petit peu, après elle se ressaisit. Ça arrive, ou papa. Mais c'est important aussi qu'il voit ces moments difficiles. Souvent, nous, dans notre culture mauricienne, je prends un exemple typique, il y a un décès dans la famille, on n'amène pas les enfants au cimetière, ils ne participent pas au rituel funéraire. Souvent, en thérapie, j'ai des enfants qui me disent « mais je ne sais même pas où maman est enterrée, quoi ». Donc, il faut qu'il y ait une relation, malgré le départ. Il y a plein de sujets comme ça où on a très très peur d'inclure les enfants parce qu'on a peur que la mort, ça soit négatif, ça leur fasse peur, etc., etc. Mais la mort fait partie de la vie. Et c'est pour ça qu'on leur dit fais attention aux risques. Parce que si tu sautes du 3e étage, tu vas mourir. Ça fait partie de la vie. Et donc, c'est la maladie, par exemple. L'hôpital, on n'emmène pas nos enfants voir des gens malades. Bon, des fois, c'est un peu dur. Il faut relativiser les choses aussi. Mais c'est des choses comme ça où on n'expose pas nos enfants, où on a peur. Il faut que tout soit lisse, tout soit parfait. Non, dans la vie, tout n'est pas lisse, tout n'est pas parfait. Il y a des choses difficiles, il y a des moments difficiles comme la maladie. Il y a des moments difficiles comme la mort. Il y a des journées difficiles avec des collègues de bureau pas cool. Donc, ça fait partie. Et puis surtout, de voir que ça finit par passer.
ça finit par passer. On tient le coup, on serre les dents, on fait un câlin avant et on rebondit. Et voilà, c'est pas la fin du monde. Il a ses capacités en lui de dépasser ça. D'accord, merci. Je regarde Esther pour savoir. C'est l'heure d'arrêter déjà. Et moi, je voulais rester pour pas plus mes mamans. On reste. Oui, tu as été sage. Tu auras droit à un gâteau tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y avait une dernière question que je voulais poser. Je crois que c'est important aussi. Rapide, Esther. Rapide, vous avez entendu rapide. Vous avez entendu rapide parce que on va aussi donc transitionner vers la deuxième table dans un petit moment. C'est aujourd'hui aussi comment est-ce qu'en tant que parent, on aborde cette transition de l'enfant d'aujourd'hui qui deviendra l'adulte de demain, qui ira donc en entreprise, dans ce monde adulte. Comment est-ce qu'on aborde cette transition, en fait, en une minute chacun? Je te regarde pas, je commence par Angélique. Moi, je suis en plein dedans. Ah ouais, voilà. Je suis en plein dedans. Comment on aborde cette transition? Juste continuer. Enfin, il n'y a pas comme si un moment où c'est la transition, en fait. C'est juste on continue de les accompagner, ouais. Et puis à un moment donné, ils ont quitté la maison. Je crois que il faut vraiment, là ça va faire un peu pathos ce que je vais dire, mais il faut 18 ans c'est court. Bon, quand on galère, ça paraît long, mais c'est court en fait. Et surtout qu'arrivé à l'adolescence, j'avais eu l'impression, en tout cas, peut-être que après je vais réaliser que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression de perdre un peu de l'influence positive que je voulais avoir sur les enfants. Je termine dessus, je ne sais plus qu'une minute. Et finalement, à l'adolescence, c'est les copains en fait qui ont le plus d'influence et qui ont le plus de poids en fait par rapport aux ados. Et ce que j'ai eu envie de faire, moi, c'est d'influencer les influenceurs. Donc, autant que possible, on joue un peu sur les stratégies, autant que possible, inviter les copains à la maison, échanger avec eux, discuter avec eux, connaître en fait son cercle. Voilà, connaître le cercle. D'accord, très bien. Merci. Angélique, Virginie. Encore une fois, tu dis influencer les influenceurs. Pour moi, ça revient à la connexion. C'est-à-dire, je suis toujours connectée au monde de mon enfant, qui il fréquente, pourquoi c'est important pour lui telle valeur. Il se développe, il forme ses propres opinions, il se détache de moi, mais je reste connectée à son monde, à lui, même si je ne suis pas la personne la plus influente en ce moment dans sa vie. Voilà, et apprendre à laisser l'oiseau s'envoler, je pense que c'est la bonne partie la plus difficile pour les mamans, pour les papas aussi, quoi, mais ça fait partie de la vie. Comme tu dis. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais effectivement, mettre des petites briques, oser parler de sujets qui sont parfois difficiles, tabous, parler des émotions beaucoup encore et toujours. Les émotions, ça les submerge. Mais il y a une petite métaphore que j'aime bien. Quand un enfant se blesse, on le soigne, on lui met un pansement. Quand il a une émotion, c'est pareil, c'est comme si son cerveau était blessé. Il faut aussi l'entendre, l'écouter. Et puis l'autre message, parce que j'ai qu'une minute, c'est leur donner des rôles modèles en fait. Déjà nous, en tant que parents, on peut avoir des valeurs, leur donner des modèles, mais aussi aller chercher d'autres influenceurs qui peuvent être plein de personnalités en fait, des amis, des rôles modèles même dans l'histoire. Ma fille en ce moment, elle est fan d'Aliénor d'Aquitaine, double reine. Tant mieux. On va parler de plein de sujets qui peuvent les inspirer. Je pense que c'est ça qui en font des enfants en fait éveillés et résilients. Le mot de la fin pour toi. Achetez mes livres. C'est après. Non, moi ça me paraît très loin parce qu'ils sont tout petits encore, 3 et 5 ans et demi. En même temps, ça passe très vite parce que, en effet, 3 et bientôt 6 ans. Et moi, ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de les enraciner dans le monde, dans l'amour qu'on leur porte, dans notre famille nucléaire, comme dit Ariane qui adore ce mot, et dans notre famille élargie, et puis dans son groupe d'amis, et puis dans la communauté de l'école et de notre quartier, etc. Dans votre village. Dans notre village. Et pour moi, tout ça, ça renvoie un peu à la notion des liens d'attachement et de port d'attache. Et je veux que ça reste solide jusqu'à la fin de nos vies, quoi.
qu'à tout moment ils puissent venir nous dire s'ils ont quelque chose sur le cœur, si quelque chose ne va pas ou si quelque chose va bien, et qui n'ait jamais d'hésitation à venir nous parler. Et tout ça, je pense que ça se travaille dès leur tout petit, dès le plus jeune âge. Et pour moi, l'éducation bienveillante, c'est pas leur dire tu peux faire n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est leur donner un cadre de confiance absolue, d'amour inconditionnel, de dire ce que tu as fait, ça me déplaît, mais je t'aimerai toujours de la même façon, inconditionnellement, jusqu'à la fin des temps. Tu pourras toujours me parler, je serai toujours ton papa, je serai toujours là pour t'écouter. Et je pense que c'est ça la chose la plus fondamentale, parce qu'on est leur figure d'attachement, en fait. On est les premières personnes qui voient quand ils naissent, et s'ils peuvent pas avoir confiance en nous, qui peut avoir confiance en nous? Très beau. Merci à tous. Je vais ouvrir. On peut passer aux questions. Bravo. Je vous félicite pour les parents que vous êtes et j'ouvre. The floor is yours for the questions, pour les questions que vous avez. Pas de questions. Le micro est à vous, hein. Ils vont pas vous l'arracher, hein, c'est bon. Pas de questions? Ah, quand même. Voilà, la première. Merci. Bonsoir. Alors, il y a un truc qui m'a un peu surpris et au début, vous avez parlé un petit peu de défaire un petit peu l'éducation parentale, l'éducation de nos parents avant et que c'était plus sévère, etc. Effectivement, il y avait des moments, il y avait beaucoup de sévérité, etc. Mais il y avait... peut-être que moi, je suis un ancien aussi, hein, mais je ne comprends pas trop pourquoi il faut tellement défaire, parce qu'au final, est-ce qu'on ne s'en sort pas si mal que ça? Et est-ce que ça n'a pas été un petit peu d'un guideline pour nous, pour moi, avoir élevé mes enfants après? Et ça a été des bases, bien sûr. De toutes les façons, moi je suis dans une famille nombreuse avec 8 enfants. Déjà la sévérité a diminué d'enfant en enfant. Moi j'étais 7e, donc j'avais déjà le droit de faire beaucoup plus de choses que les aînés. Donc est-ce que en fait, c'est pas tellement la sévérité, mais une certaine rigueur et certains principes qui évolue avec les générations, mais j'aimerais bien comprendre ça. J'ai 2 petites questions, je vous pose la deuxième question tout de suite. Tout ce travail que vous faites, qu'en est-il derrière avec les professeurs à l'école? Alors, je me permets de répondre. En fait, je pense que tout n'est pas acheté, loin de là, sur ce que faisaient nos parents. Moi, mes parents, ils ont fait des choses extraordinaires et des choses pas bien du tout. Des choses qui m'ont emmené en psychothérapie. Voilà. Clairement, en fait, après, chacun met le curseur aussi. C'est très personnel, en fait, la parentalité. On ne peut pas dire, il n'y a pas de manuel. On dit souvent, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi pour élever un enfant. Voilà, spoiler alerte. On a beau faire exactement la même chose pour mon fils, il n'est pas du tout pareil que pour ma fille. Donc, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. Après, moi, à titre personnel, il y a des choses, les limites, par exemple, c'est la violence. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui est déjà suffisamment violente pour ne pas rajouter de la violence sur nos enfants. Un enfant, son cerveau, il est immature jusqu'à 25 ans. Enfin, c'est quand même, en fait, pas à 18 ans qu'on devient mature, hein, voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Ce que je dis souvent à ma maman, c'est elle a fait comme elle a pu avec les connaissances qu'elle avait à l'époque. Je ne sais pas si vous le savez, en France en tout cas, on opérait les enfants de moins de 1 an jusqu'en 1999 sans anesthésie, parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas de sensation de la douleur. Voilà, donc j'ai appris ça à mon premier cours en allant à la maternité, c'est quand même assez flippant. Donc voilà, en fait il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi sur l'enfant qu'aujourd'hui. Et les connaissances, enfin après on a une personne encore plus calée que moi là-dessus, mais du coup, c'est vrai que on apprend. En fait, le sujet de l'enfant, c'est un sujet assez récent dans toutes les études. Enfin, je suis assez passionnée par les études scientifiques. J'aime bien lire tout
tout ce qu'il y a aujourd'hui, et c'est très très récent. Donc en fait, ma maman, je lui en veux pas du tout, mon papa, je lui en veux pas du tout, c'est juste qu'ils ont fait avec leur connaissance, avec ce qu'ils savaient. Il n'y a pas trop de patience. Et mon père n'a pas de patience. Mais voilà, c'est pas grave, c'est ok, mais après, est-ce que quand on sait l'impact que ça a sur un enfant de le frapper, on peut aujourd'hui le faire? C'est des vraies questions qu'on peut se poser à l'échelle de la société, mais voilà, encore une fois, je suis pas dans le jugement, je suis plus dans moi, mon ressenti personnel et mon partage. Ma limite, elle est là. Après, un cadre strict, enfin, c'est ce que disait Alex, en fait, et puis vous le disiez aussi, aujourd'hui, l'éducation positive, c'est pas l'enfant roi qui fait ce qu'il veut. Non, il y a un cadre, il y a des règles. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont des règles, ils le savent, à l'école, ils sont, voilà, ils sont dans un bon cadre. Parce que c'est vrai que ça doit être difficile pour ça. Juste une parenthèse, je ne parle pas de frapper du tout. Hein. Moi, j'ai jamais reçu un coup de rotin ou quoi que ce soit. Mais non, pas du tout. Mais c'est-à-dire, c'est moi, pas j'ai nécessaire. envie de revenir sur d'autres types de violences. Hein. Il y a des violences physiques qui sont les violences les plus visibles sur un enfant. Mais il y avait des violences aussi d'humiliation, de dismissal de ses émotions, de pas donner de l'importance à ce qu'il ressentait, de toujours tosser ce qu'un enfant ressent. Aïe, mais viens pas me fatiguer avec ça, là, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça, par contre, ce genre de violence psychologique, hein, ça laisse des grosses traces sur les enfants. C'est pour ça qu'ils finissent en thérapie. D'accord? C'est pour ça qu'on se retrouve avec des adultes qui manquent de confiance en eux, des adultes ou alors qui basculent dans la violence, etc. On s'aperçoit aujourd'hui que la violence dans l'enfance modifie le fonctionnement du cerveau, modifie votre ADN, madame. Les violences de l'enfance finissent par s'inscrire dans l'ADN. Aujourd'hui, la science est capable de mesurer ça. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas. À l'époque de mes parents, on ne pouvait pas. La solution, c'était une bonne tarte, vous prenez dans ta chambre et c'est fini. Aujourd'hui, quand on sait ça, est-ce qu'on peut, comme je repose la même question que toi, est-ce qu'on peut encore lever la main sur nos enfants? Je suis désolée, c'est un peu choquant, hein, mais voilà, on va parler de modification des neurones, on va parler de modification de l'ADN aussi. Les grands traumas laissent des traces dans l'ADN. Enfin, je ne parle pas de violence. Hein. Je comprends, mais je ne parle pas de violence. Mais même pas, je veux dire, même pas des punitions. Mais tout n'est pas jeté comme Marianne disait. Il y a plein de choses, comme les traditions familiales, le repas du dimanche avec tous les cousins. Il y a beaucoup de choses que nos parents nous ont transmises, beaucoup de valeurs aussi qui sont bien. Mais quand on parle de violence, là, c'est la limite.